Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres de cette édition. Dans l'actualité, ce soir, le Sénégal fait un important pas vers l'utilisation des véhicules électriques et à la réduction de la dépense aux carburants fossiles. Le ministre du Transport a présidé ce matin un atelier stratégique pour discuter de la mise en place d'un cadre réglementaire destiné à faciliter l'adoption des véhicules électriques. L'initiative vise à promouvoir la transition vers une mobilité durable et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis l'État sénégalais cherche-t-il à avoir le contrôle du transport? En tout cas, c'est l'impression que les transporteurs ont eue à la suite des mesures prises par le gouvernement pour faciliter le transport des citoyens vers l'intérieur du pays lors de la fête de Tabaski et à l'approche de la célébration du Ramadan de Touba. Les citoyens rencontrés par notre reporter s'en réjouissent et espèrent les mêmes mesures. Et pendant ce temps, à Sébikotane, l'inquiétude gagne les habitants après l'annonce de l'installation d'une usine de recyclage de déchets électroniques. Selon eux, l'installation de cette usine ne fera qu'aggraver la situation de cette ville qui abrite déjà les deux plus grandes usines de métallurgie du Sénégal et d'autres industries polluantes. Ils exigent l'arrêt immédiat du processus d'installation. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre du Transport a présidé ce matin un atelier stratégique pour discuter de la mise en place d'un cadre réglementaire destiné à faciliter l'adoption des véhicules électriques au Sénégal. L'initiative vise à promouvoir la transition vers une mobilité durable et à réduire également les émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Aïssa Touka a participé à la cérémonie. Le Sénégal veut concrétiser sa vision pour la mobilité électrique avec bientôt des bus, des taxis et des voitures personnelles électriques. C'est pour assurer un avenir meilleur à une population en meilleure santé. Le Sénégal qui avait déjà démarré à travers le train express régional, mais aussi le bus transit rapide, le bus rapide transit. Donc aujourd'hui, pour nous, il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire et aller vers l'incitation, en tout cas des concessionnaires, des importateurs, des usagers, tout simplement, à aller davantage vers l'électrique. Et Manufacturing Africa, qui nous a accompagnés pour, en tout cas, travailler sur ce cadre-là et voir les voies et moyens de doter, en tout cas, notre pays, donc non seulement d'un cadre réglementaire, mais aussi des dispositifs nécessaires pour pousser les Sénégalais et les populations à utiliser davantage les véhicules électriques, que ce soit des voitures, que ce soit des deux roues, entre autres, et des transports de masse. Selon le ministre, aller vers l'électrique permettra de faciliter la mobilité et de réduire drastiquement les embouteillages. Aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit, pour régler d'abord les problèmes des embouteillages, mais surtout pour, en tout cas, impacter positivement l'environnement. Il nous faut aller vers des transports de masse. Il nous faut faire de sorte que les Sénégalais ne sentent plus le besoin, en tout cas, de se lever chaque matin et d'allumer leur propre véhicule pour aller au travail ou pour vaquer à leurs préoccupations. Parce qu'il y aura des transports de masse qui seront très commodes et confortables, avec toutes les fonctionnalités qui leur permettront de, en tout cas, vaquer à leurs occupations dans les délais et surtout avec en tout cas des tarifs préférentiels. Le ministre des Transports évoque également le développement du réseau ferroviaire dans la sous-région afin de faciliter le commerce et le déplacement. Aujourd'hui, le maillage ferroviaire est une obligation pour nous. Nous voulons mailler ce territoire-là. Je viens du Burkina où avec les autres pays frères de l'UEMOA, on a beaucoup parlé de ça, mais surtout du développement du réseau ferroviaire à l'intérieur de la sous-région, afin en tout cas de permettre aux populations de commercer entre elles, mais surtout de se déplacer avec des TGV, mais avec des trains de cargo et impulser ou propulser le véritable développement de notre sous-région.
Le transport routier représente environ 15% des émissions mondiales de CO2, dont près de la moitié provient des véhicules privés. Au Sénégal, le transport est responsable de 16% des émissions de gaz à effet de serre, dont 95% proviennent du sous-secteur des transports routiers. Et puis l'État sénégalais cherche-t-il à avoir le contrôle absolu sur le transport public de voyageurs? En tout cas, c'est l'impression qu'ont eu les transporteurs après à la suite des mesures prises par le gouvernement pour faciliter le déplacement des citoyens vers l'intérieur du pays lors de la fête de Tabaski et à l'approche de la célébration du Grand Magal de Touba. Des citoyens rencontrés par notre reporter espèrent les mêmes mesures pour pouvoir rallier la ville sainte dans la quiétude de Mamsenabou Babou et Mafalfal. Matinée de début de semaine au rond-point Sam, les piétons passent, les voitures s'impatientent, klaxonnent. L'État diversifie de plus en plus les offres du transport public. Cet ancien chauffeur qui a conduit plus de 40 ans apprécie. Nous saluons les actes posés par le gouvernement. Déjà que nous avons le TER et le BRT, l'offre devient de plus en plus diversifiée et tout ceci est à notre faveur. Si vous vous souvenez, lors de la Tabaski, beaucoup de gens voulaient rentrer et les chauffeurs ont voulu en profiter en augmentant les prix. Heureusement que l'État est intervenu. Il prend les bus Tata à l'arrêt de bus. Il patiente. Pour lui, le secteur privé ne respecte pas les clients. Il invite l'État à continuer sur cette lancée pour que le privé respecte les normes. Pour le transport privé, les acteurs augmentent les prix comme ils veulent. Parfois, au lieu de 150, ils me taxent 200 francs CFA. En plus, ils ne respectent pas leurs clients. Les bagages ne sont pas protégés. Je suis content des actes posés par le nouveau régime. Ce fervent mouride pense déjà aux moyens de transport pour le Grand Magal de Touba. Ahmadou Racine salue les progrès du gouvernement. Tout de même, il privilégie le dialogue entre le privé et le public. Le gouvernement fait un bon travail, mais il faudrait qu'il discute avec les acteurs du privé pour qu'ils ne soient pas lésés. Déjà, il y a la fête de Tamkharit. Le Magal approche également. Des dispositions doivent être prises pour que chacun y trouve son compte. Le secteur du transport se développe de plus en plus avec le TER, le BRT et les bus d'Emdik. Les usagers apprécient l'offre mais demandent plus d'efforts. Et dans le nord du pays, après la note préfectorale interdisant le passage sur le pont de Ndouloumadi en raison de sa forte dégradation et son risque d'affaissement, la piste se situant sous ce pont et qui traversait le bras du fleuve et qui était l'alternative des transporteurs a été envahie par les eaux ce week-end. Une situation difficile pour les habitants du Dandemayo, d'autant plus que les travaux de désenclavement ne sont pas encore terminés. Les explications dans cette correspondance d'Amadou Mardialo. La piste qui servait de secours aux véhicules gros porteurs situés sous le pont de Ndouloumadi a été envahie par la montée des eaux du fleuve. Coupée en deux depuis presque 72 heures, les travaux de désenclavement des Dandemayo Nord risquent de connaître de nouveaux arrêts. Sidi Babali Sow, pisteur, nous a relaté les faits. Il y a des 0 heure. La piste s'est écroulée environ de 0 heure. Automatiquement, j'ai appelé la base. Les Chinois sont venus dans la nuit et ils ont donné l'ordre aux véhicules gros porteurs de ne pas y traverser car c'est dangereux. Ils nous ont aussi demandé de barrer la route. On n'a pas dormi toute la nuit. Selon le jeune pisteur, certains automobilistes ont bravé la décision des autorités depuis que l'incident s'est produit. Certains véhicules gros porteurs ont bravé la décision des autorités pour passer sur le pont déjà interdit par la note préfectorale. On est obligé de s'en prendre à eux. La piste d'en bas est déjà coupée en deux, submergée par des eaux. Certains automobilistes insistent encore. Séparés du pont de Ndouloumadi par le bras du fleuve, pour relier le Dandemayo, les véhicules gros porteurs seraient obligés d'emprunter le pont vétuste de Orofondé, le seul des 3 ponts de la zone
zones à avoir échappé de justesse de la note préfectorale. Et puis le Sénégal participe à l'exécution du projet Priorité d'adaptation en Afrique centrale et de l'Ouest, le PACO, qui vise à soutenir la mise en œuvre des priorités d'adaptation dans ces régions qui font face au changement climatique et à terme, le projet devrait aider les pays à lutter efficacement contre les problèmes environnementaux dans ces régions confrontées à des conditions climatiques changeantes. Explication Aminata Kor et Seleman Diallo. Pour faire face au changement climatique et la désertification, l'Organisation des États du Sahel a mis en place des mécanismes de techniques financières pour mieux s'adapter aux défis liés à l'environnement. Cette commission Climat Région Sahel a été mise en place au sortir de la COP21 de Paris, où les États ont pris des engagements fermes, en tout cas de faire face au réchauffement climatique et d'aller ensemble face à ce défi mondial qui nous concerne tous. Selon le rapport de la Banque mondiale de 2022, plus de 13 millions de personnes en Afrique sont menacées par le changement climatique. Et l'Afrique, à travers les présidents chefs d'État autour de l'Union africaine, a mis en place 3 commissions climat. La commission Sahel, qui est basée à Niamey, au Niger, avec un secrétariat exécutif. La commission foresterie, qui est basée en République démocratique du Congo. Et la commission zone côtière, qui est basée aux Seychelles. Et l'esprit derrière, c'est que nous avons des spécificités communes au sein de l'Afrique. Et il faut que nous nous retrouvons en fonction de nos spécificités pour mieux défendre les voix de l'Afrique sur les questions internationales relatives au changement climatique. Face à cette situation, les chefs d'État de l'Union africaine ont d'ailleurs mis en place 3 commissions pour trouver des solutions durables. La Banque mondiale a fait un rapport et même nous sommes en train de travailler également sur le rapport du Sénégal face au changement climatique en 2022, notifiant que 13 millions en tout cas de représentants de la zone ouest africaine sont fortement sensibles aux effets du changement climatique. Cela, je pense, nous le vivons au niveau du Sénégal, nous le vivons au niveau de la sous-région Sahel. Les défis liés au changement climatique sont devenus un véritable problème au Sahel. Pour faire face, la mise en œuvre des priorités régionales d'adaptation constitue le meilleur moyen pour les acteurs. Et à Sébigar, c'est dans la commune de Sibikotan, les populations sont inquiètes après l'annonce de l'installation d'une usine de recyclage de déchets électroniques, une installation qui ne fera qu'aggraver la situation de cette ville qui abrite déjà les 2 plus grandes usines de métallurgie du Sénégal et d'autres industries polluantes. Et face à cette situation, ils ont organisé une manifestation pour exiger l'arrêt immédiat du processus d'installation de cette usine. Explication Babacar Sek. Déjà impactés par la présence d'usines polluantes, les habitants de Sébigar disent non à l'implantation d'une unité de recyclage de composantes de matériel électronique. Les autorités municipales ne doivent pas faire le choix d'usines de la mort, c'est-à-dire d'usines qui tuent les populations et qui permet le développement de pathologies, évidemment, surtout c'est les enfants et les femmes. C'est véritablement là le danger, parce que n'oubliez pas que nous avons une industrie déjà lourde ici. Mais c'est s'affaire dans le traitement de déchets toxiques, la récupération d'ordinateurs, de batteries, de déchets, et CETIC a même dit de déchets de toute nature, ouvrant la porte à tous les habits. Donc c'est dire simplement que les gens de Sébikotane ont envie de vivre, ils n'ont pas envie de mourir. Donc il appartient aux gens de comprendre. Il appartient aux gens de comprendre que ceci ne doit pas prospérer, car ça peut créer des remous à Sébikotane. Les populations demandent purement et simplement l'arrêt du processus d'implantation de cette usine. On demande aux autorités de se mettre du côté des populations. Ces gens-là cherchent de l'argent. Nous, nous tenons à notre vie. Entre l'argent et la vie, il faut opter pour la vie. Donc on demande
l'arrêt du processus. Le processus ne peut pas continuer parce que CETIC n'est pas en règle et nous rejetons CETIC parce que CETIC, encore une fois, n'est pas propre. Le collectif qui a initié une pétition a déjà obtenu 1000 signatures pour s'opposer à l'installation de la CETIC. À Dakar, les opérations de déguerpissement des occupants de la voie publique se poursuivent et pendant ce temps, à Thiès, les artisans ne comptent pas quitter les lieux qu'ils occupent. Selon l'association des ouvriers de Thiès, le secteur est pourvoyeur d'emplois. Des milliers de jeunes Sénégalais y travaillent, des jeunes qui ne sont pas prêts à arrêter leurs activités. Ils ont fait face à la presse et c'était en présence de notre correspondant sur place, Isidore Alexandre Sen. Manque d'espace pour travailler, déguerpissement fréquent, les ouvriers de la région de Thiès sonnent la fin des tracasseries. La plupart des artisans, quand ils sont malades, ils n'ont pas de source de revenus pour pouvoir se soigner. Donc, on est des citoyens sénégalais, comme tous les autres citoyens, mais on manque de moyens. Ce qu'on réclame, pour la plupart du temps, ce sont des sites de recasement. Les ouvriers ne peuvent pas être ensemble avec les riverains. Ils estiment que les autorités doivent leur venir en aide. Notre ministère ne nous a pas encore contactés. On se demande souvent, est-ce qu'on a une ministère? Parce que cette silence dure trop longtemps. L'association des ouvriers de la région de Thiès peut bien participer à la politique d'emploi des jeunes selon leur président. Si l'État du Sénégal nous accompagne, d'ici 2 ans, nous serons capables de créer plus de 3000 emplois dans la région de Thiès. Ils invitent le chef de l'État à leur accorder une audience. On demande d'audience au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, parce qu'il a reçu la convention des jeunes reporters, les syndicalistes et tant d'autres personnes. Mais nous aussi, on est des Sénégalais. Sur Mbour 4, les ouvriers de la région de Thiès attendent toujours d'être servis. Mbour 4, nous attendons que le président de la République fasse un acte envers l'association des ouvriers de la région de Thiès, envers la population thiessoise. L'État a donné 10 hectares aux gros porteurs. Mais qui sont ces gros porteurs? D'où vient-il? Mais l'État doit parler avec les associations. L'association des ouvriers parlait lors d'une matinée de don de sang qu'elle a elle-même organisée pour accompagner la banque de sang de l'hôpital Amadou Sahir Ndiéguène de Thiès. Et à Bambulor, plus d'une centaine de maisons destinées au programme des 100 000 logements initiés par l'État du Sénégal, illégalement occupés. Des terrains nus appartenant également à titre foncier privé ont été bornés par des inconnus. Des logements dont les attributaires attendent toujours leur certificat de conformité. Voici à ce propos les explications de Babacar Chimerdjouf, directeur général de la Société immobilière d'investissement. Une centaine de personnes qui étaient venues sur site, soi-disant sur le phénomène de Ibidek. Donc pour eux, dès qu'ils arrivent à ouvrir les portes des maisons, ils peuvent facilement s'installer et ces maisons vont leur appartenir plus tard, et que c'est l'État qui va leur donner ces maisons. Donc je suis venu aujourd'hui et il y a à peu près 300 personnes qui sont là. Ils ont assiégé les maisons et même les parcelles nues, ils les ont assiégées. Donc je leur ai parlé, je leur ai fait savoir qu'effectivement une partie est dédiée aux 100 000 logements et que ce n'était pas des maisons de l'État. Le titre foncier, ce n'est pas un titre foncier de l'État. Ce n'est pas l'État qui a construit, mais c'est un privé à travers un partenariat public-privé. Donc on ne peut pas avoir de certificat de conformité parce que tout simplement, l'État qui s'était engagé à faire tout ce qui est voirie, réseau divers, ne peuvent toujours pas amener l'eau et l'électricité. Toutes les maisons ont été occupées. À peu près 153 maisons. To be exact, 153 maisons. Oui, ils ont pris des briques et ils ont borné quelques terrains, ils ont mis leur téléphone, leur numéro de téléphone et leur nom, en disant que ces terrains vont leur appartenir parce que l'État va leur donner ces terrains. Absence de vision politique, manque de projets concrets, menaces, perquisitions fiscales et perte d'emploi. L'Alliance pour la République dresse un bilan sombre des 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Les responsables de l'ex-régime
Les responsables de l'ex-régime réfutent également les propos du président de la République concernant les fonds politiques. Voici à ce propos le Seydou Gueye, porte-parole de l'APR au micro d'Aïssatou Kane. Ce qu'il est convenu d'appeler fonds politiques de la présidence de la République sont des fonds votés à l'Assemblée nationale dans les rubriques et les montants ci-après dans la loi de finances initiale 2024. 3 rubriques. La première, c'est ce qu'on appelle les fonds de solidarité africaine, votés à un montant de 2 156 296 000 francs. La deuxième, ce sont les fonds spéciaux de la présidence de la République à hauteur de 3,5 milliards de francs. Et la troisième, ce sont les fonds d'intervention sociale de la présidence de la République pour 2,3 milliards. Au total, cela fait 7 milliards 956 296 000 francs. Il ne s'agit pas d'argent logé dans les placards de la présidence de la République, puisqu'un examen attentif du rapport d'exécution du budget au premier trimestre 2024, publié par le ministère des Finances et du Budget, actuellement sur le site du ministère, permet de se rendre compte que le budget 2024 n'a été utilisé qu'à concurrence de 24,3%. D'ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye le reconnaît en affirmant avoir utilisé ces fonds pour soutenir des personnes malades qui avaient besoin d'assistance. La question qui se pose, où aurait-il pu trouver cet argent si ce n'est dans la mise en œuvre de ces 10 fonds? Éducation, Guédiawaye célèbre les bons résultats obtenus par ses élèves au cours de l'année dernière. La ville a enregistré un taux de réussite de près de 40% au BFM et 74% au bac en 2023, de grandes performances comparées à l'année précédente, des résultats que les autorités éducatives espèrent améliorer cette année encore lors des examens du CFE et du BFM. Les acteurs de l'éducation l'ont fait savoir lors d'une journée dédiée à l'excellence dans la ville. Mamadou Lamine Fati et Cheikh Magat Maye. Guédiawaye célèbre l'excellence. Les résultats au CFE sont passés de 66,06% en 2019 à 74,84%, soit un bond de 8,78%. Ces bons résultats réalisés par les acteurs de l'éducation ont permis de relever le niveau de l'enseignement à Guédiawaye. Depuis 2021, les résultats dans les petites classes, notamment au CFE, enregistrent une tendance constante à la hausse. Au niveau du BFM, les taux ont passé de 34,98% en 2019 à 74,95% en 2023, soit un bond net de 39,96%, ça a pratiquement doublé. Choisi comme modèle de référence, le professeur Daouda Ndiaye invite les jeunes à être performants et endurants dans leurs études. Et c'est en réalité de ça dont on a besoin dans ce pays, pour que ces élèves comprennent qu'à travers l'éducation, quand on devient excellent, on est primé. On reçoit les lots de fournitures qu'il te faut pour aller à l'école l'année prochaine. Au-delà de vous, même certains membres de la famille, cela permettra demain de rester performants, excellents et d'être choisis dans les meilleures écoles. Demain, des personnes qui vont pouvoir dire quel chemin le Sénégal doit entreprendre pour son développement. La marraine de l'activité, l'artiste Koumba Gawla Seck, se dit enthousiaste et invite les élèves à la performance. Des défis majeurs qui ont pour objectif de préserver nos enfants de tout abus, menaces ou autres obstacles à une bonne éducation. Dans cette perspective, une opportunité comme cette journée de l'excellence et du partenariat de l'inspection de l'éducation et de la formation IF de Guédiawaye, qui nous réunit aujourd'hui, doit être saluée, encouragée et soutenue. Invite tous les élèves à redoubler d'efforts pour la constance, la persévérance et la rigueur dans le travail. L'excellence à travers les résultats des élèves de Guédiawaye a été magnifiée. La famille du parrain, le feu maire Beydissei, ainsi que les parents d'élèves et les acteurs de l'éducation se donnent rendez-vous pour l'année prochaine.
Et à Kaffrine, dans le cadre du projet Insertion économique des talibés, près de 300 enfants talibés ont obtenu leur pièce d'état civil, des résultats satisfaisants qui ont été présentés lors d'un atelier de partage sur le processus. L'atelier a eu lieu à la mairie de Kaffrine en présence des autorités municipales. Boubacar Fall Bob et Cheikh Tidiane Diop y étaient pour nous. Dans le cadre du projet Insertion économique des enfants talibés, près de 300 sont enrôlés pour l'obtention d'un acte d'état civil et 42 l'ont déjà obtenu en 2023. C'est dans le cadre du projet Insertion socio-économique des talibés. L'état civil fait partie de ces activités. D'abord, c'est un processus inclusif en 2023 où nous avons pu enrôler 142 talibés pour l'atelier d'aujourd'hui et nous avons pu identifier 199 talibés, donc 150 sont retenus pour une régularisation. Une initiative saluée à sa juste valeur par les autorités locales. Sur le terrain, nous avons recensé plus de 1000 talibés qui n'avaient pas d'acte d'état civil. Un enfant doit impérativement être déclaré à la naissance. C'est pourquoi nous saluons à sa juste valeur une telle initiative. D'après des investigations menées sur le terrain, plusieurs talibés ne détiendraient pas d'acte d'état civil. Sénégal, l'autre tourisme, c'est le titre de l'ouvrage de Doudou Niagne Diop, ouvrage dans lequel, à travers une série d'initiatives personnelles et communautaires, il montre comment le tourisme peut être un moteur de développement économique et social. Voici l'auteur au micro d'Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. C'est un livre, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a un attrait didactique. Il est simple, il est facile à lire et facile à comprendre. Moi, c'est ce que je recherchais. Que même le BFM ou le baccalauréat peut le lire et le comprendre. C'est la cible. Et puis, la population locale aussi, qui savent comprendre un petit peu l'essence même, le contenu des propos que je tiens là-dedans. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Bon, maintenant, contexte difficile, que les étudiants ne lisent pas, les enfants ne lisent pas. Vous savez, un contexte, c'est à un moment donné. Après, ça va passer. Et comme j'ai dit, dans les contextes, on parle. Moi, ça fait 20 ans, je parle moins un peu plus. Je parle de transférer les compétences, je parle de promouvoir un tourisme sénégalais, un tourisme intégré, etc. Bon, maintenant, je l'écris, donc ça va rester. Bon, comme on dit souvent, les paroles s'en vont, les écrits restent. Bon, ça va rester pour l'avenir, pour les nouvelles générations, pour les générations futures, et c'est ça qui est aussi recherché. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur remedia.sn. Bonne suite des programmes.